Eh bien, bonjour à tous, bonjour de l'autre côté de l'écran. Merci de nous rejoindre pour ce live exceptionnel avec Monsieur John Grisham qui a changé de bureau mais qui est toujours à Charlottesville. Donc, on est à 180 km de Washington. C'est une très jolie petite ville, je vous la conseille. Et on y est très bien reçu chez John Grisham. On va aujourd'hui parler de sa nouveauté, Les Oubliés, qui s'appelle les Anges. Voilà, on m'a fait un beau papier dans le coin, je vous le dis, hein, avec un beau montage photo. John Grisham, si vous ne l'avez pas vu, voilà, vous êtes totalement illuminé. John Grisham croit aux anges et vous allez nous expliquer pourquoi. Donc, Les Oubliés, c'est chez Jean-Claude Lattès. Je vais vous présenter quand même juste en quelques secondes parce que je me suis replongée dans une vieille interview que vous nous aviez accordée. Vous êtes né donc dans une famille extrêmement croyante, une ville conservatrice. Et on va voir pourquoi tout cela nous concerne aujourd'hui actuellement. Vous vous êtes cru pauvre alors que vous ne l'étiez pas. Et votre père finalement a un peu réussi parce que la vie, le quotidien, c'était 5 enfants dans les champs de coton pour aider la famille. Un jour, votre père est devenu riche, en gros, et il vous a payé des études. Merveille, vous êtes devenu avocat. Et vous vous êtes marié, vous avez commencé à faire des enfants et à écrire la nuit, bizarrement, entre 5h et 7h du matin. Et puis, vous avez écrit, comme tout le monde, un flop, un nanar, un pavé qui ne s'est pas vendu. Alors là, c'est terrible. Et un jour, vous vous réveillez, on est en 1991, et une nuit, vous arrêtez finalement d'être avocat, vous raccrochez, on vous imagine, raccrochez l'habit noir, et vous devenez écrivain. On a l'impression d'une métamorphose. C'est fabuleux. Depuis, vous avez vendu des millions de livres. On vous connaît pour l'affaire Pélican, pour la firme, pour on en passe. Qu'est-ce qu'il y avait? Le client, enfin tous ceux qui ont été adaptés pour la jeunesse. J'ai envie de parler des derniers, le manuscrit volé, les manuscrits volés du Café Gérald. Il y avait un superbe polar écolo que j'avais adoré personnellement, L'ombre de Graham Montaigne, et Sentence l'an dernier qui s'attaquait à la question raciale aux États-Unis et qui est la nouveauté au livre de poche. Voilà, on a un petit peu fait le tour, mais John Grisham, voilà, vous venez d'une famille extrêmement croyante, vous l'êtes également. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Racontez-nous un petit peu cette histoire des oubliés, les anges. Comment est-ce que ça démarre? Qui sont ces oubliés? Well, first of all, great to see you again, Alors Julie. d'abord, je suis ravie de vous revoir, Julie. C'est toujours un plaisir que d'avoir un entretien avec vous. Toujours un plaisir également de vous voir. Vous étiez ici à mon bureau à Charlottesville il y a plusieurs années. Je me souviens qu'on a eu une très très bonne visite ensemble. Ce livre, Les Oubliés, est un livre qui a été inspiré par une vraie personne. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Jim McCloskey. C'est une personne qui habite New Jersey, c'est un pasteur. Et il y a 45 ans, Jim travaillait en tant que pasteur dans une prison. Et à l'époque, il a rencontré un détenu qui a insisté qu'il était innocent. Et au bout d'un certain temps, Jim a commencé à croire que véritablement ce que disait l'homme était vrai, que l'homme était innocent. Donc Jim a décidé d'essayer de le faire sortir de prison et il a réussi. 2 ans après, cet homme a quitté la prison. À côté de Jim, le prisonnier avait été déclaré innocent après avoir passé 10 ans en prison. Et ce moment pour Jim fut un moment qui a changé sa vie, vraiment un moment qui a changé toute sa vie. Il a eu l'impression que Dieu lui avait dit à ce moment-là que c'était sa carrière, que c'était sa vocation, c'était ce qu'il devait faire, c'était son objectif. Et donc, il a passé les 45 années suivantes à prendre une affaire l'une après l'autre. Il a parcouru tout le pays, il s'est rendu dans des prisons, il n'a jamais eu de famille, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais été propriétaire d'un domicile jusqu'à très tard dans sa vie, il n'avait pas d'argent. Il travaillait sur une affaire jusqu'à ce qu'il puisse libérer la personne innocente de la prison. Et 45 ans après, désormais, il est responsable c'est lui qui a fait que 64 personnes ont pu sortir
fermetures de prison. Et ainsi, c'était une histoire remarquable sur un homme remarquable. Cela fait 20 ans que je connais cette personne et c'est de là que provient l'idée pour les oubliés. Le héros, le personnage principal dans Les Oubliés, c'est un jeune homme qui a été avocat à un moment donné, qui a aussi été pasteur à un moment donné et qui a l'impression que c'est vraiment sa vocation dans la vie que de tout faire pour pouvoir libérer les innocents et de ne faire rien que ça. Nous avons un problème absolument énorme dans mon pays avec des personnes qui sont incarcérées à tort. Nous avons des dizaines de milliers de personnes qui sont en prison. Vous avez parlé du projet Innocence. C'est un projet qui existe à New York, mais c'est une organisation qui agit sur tout le pays et nous travaillons afin de libérer les innocents. Et c'est un travail fort difficile. Centurion, les anges, c'est un autre groupe qui est totalement séparé. Il y a énormément de groupes au sein du pays qui travaillent justement afin de pouvoir libérer les détenus innocents et il y a du pain sur la planche. Alors, Les Oubliés, ça commence dans le couloir de la mort. Ça commence avec un steak frites, le dernier, puisque on a le droit, c'est traditionnel, à choisir son repas. Et finalement, c'est un très beau moment, très intense. Et finalement, donc le prisonnier qui doit mourir et qui sait qu'attend depuis, je crois, 9 ans, voilà. Et c'est une durée assez courte. Vous dites en moyenne, c'est plutôt 15 ans. Il est là, il va connaître l'injection fatale et il est libéré sur un coup de fil. On n'y croit pas, personne n'y croit à la fin, mais tout le monde l'espère. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Est-ce que ça arrive ou est-ce que là, c'est vraiment le romancier qui s'est fait plaisir? Waouh! Ça, c'est un descriptif très, très précis de ce qui se passe très, très souvent au tout dernier moment, avant une exécution. Tout simplement parce que il y a des avocats qui défendent l'accusé et qui sont encore en train de présenter la chose devant le tribunal, qui veulent faire accepter des pétitions, des documents, qui sont en train de tenter des appels de dernière minute afin que l'exécution n'ait pas lieu. C'est quelque chose qui est tout à fait habituel dans ce pays. On a l'habitude que l'homme qui est condamné puisse manger son tout dernier repas. Et dans quasiment tous les États où la peine de mort existe encore, chaque État fait les choses différemment, mais habituellement, 2 ou 3 heures avant l'exécution, l'homme qui est condamné, il a le droit de manger son tout dernier repas. Mmh. Et certains veulent un repas très élaboré, beaucoup de choses qui coûtent très très cher. D'autres ne veulent quasiment rien, ils n'ont aucun appétit, ils sont sur le point de mourir. Et donc, véritablement, vous avez toute une panoplie de choses que les détenus peuvent choisir. Et il y a eu pléthore de cas après le dernier repas, dans les heures qui sont suivies, où un juge quelconque à Washington ou un juge fédéral décide de dire non à l'exécution en attendant de recevoir d'autres éléments de preuve. Et comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de moments mais tellement stressants, des moments tellement émotifs, des événements qui sont hyper, hyper stressants. Et donc, c'est vraiment une très bonne matière première pour le lecteur. Heureusement, pour ceux d'entre nous qui sont opposés à la peine de mort, bah, la peine de mort, bah, même aux États-Unis, on en voit de moins en moins, pas seulement en Virginie. Cet État vient de dire que la peine de mort n'existera plus dans l'État. Il y a bon nombre d'États qui commencent à prendre cette décision. Il faut savoir que la peine de mort commence à disparaître très très lentement. Disons pas lentement, ça avance assez rapidement pour la raison suivante. Le peuple américain change, l'état d'esprit change. Il y a eu tellement de personnes qui ont été condamnées à tort dans ce pays. Il y a eu tellement de publicité autour de ces condamnations où la personne était innocente que les personnes qui aujourd'hui servent sur les jurys en tant que jurés sont beaucoup plus hésitants. Ils n'aiment pas dire cette personne doit subir une peine de mort. Donc il y a de moins en moins d'exécutions, de moins en moins de personnes qui sont au couloir de la mort. Et un de ces jours, nous vivrons dans un pays où il n'y aura plus de peine de mort. Et ce sera un très bon moment pour les États-Unis. Mmh.
Assurément. On a l'impression, alors cette première affaire dans le couloir de la mort, elle est un petit peu réglée, et puis votre avocat, qu'on a envie d'appeler un enquêteur, puisque finalement il est chargé de faire jaillir l'innocence de personnes déjà condamnées. Donc il s'appelle Cullen Post, et il embraye tout de suite, il remonte dans sa voiture, il traverse les États-Unis parce qu'il ne faut pas que ça coûte cher, parce que finalement c'est une défense gratuite accordée aux condamnés. Il se lance comme ça sur une autre affaire, donc un homme à nouveau accusé à tort, et là vous allez donc au cours du roman déployer toute l'affaire, mais finalement on a l'impression que quels que soient les rebondissements, on a toujours affaire à des gens incroyablement corrompus. On ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'ils acceptent de mentir devant un tribunal. Enfin, ça paraît absolument incroyable. Est-ce que la justice américaine est à ce point vérolée? Le système, disons, nous avons plus d'un système. Nous avons un système, si vous voulez, pour le droit pénal, et nous avons un système pour le droit standard, le droit civil. Pour la plupart, les systèmes ne sont pas corrompus. Néanmoins, il y a suffisamment de personnes qui sont condamnées à tort pour faire que bon nombre d'entre nous exigent des changements énormes dans notre système de justice criminelle. Toutes les personnes qui sont condamnées à tort sont condamnées à tort parce qu'à un moment donné, il y a un policier corrompu ou un procureur corrompu ou un témoin corrompu ou un juge qui a été corrompu à un moment donné. Et avec autant de fausses condamnations, nous devons dire que forcément, on a des problèmes très, très sérieux avec notre système juridique. Et nous avons des problèmes. Ce n'est pas seulement au niveau des fausses condamnations ou à tort, c'est également parce que nous mettons tellement de personnes en prison. Nous avons tellement de personnes qui sont en prison pour des choses pas violentes, beaucoup de noirs surtout. Et donc, nous sommes surtout ravis aujourd'hui de voir que nous avons un nouveau président, un président qui croit, qui est convaincu qu'il faut des réformes au niveau du système pénal. Et j'espère que sur les 4 ou 8 années à venir, nous allons véritablement voir des réformes très, très sérieuses. Alors, vous avez été romancier sur un nombre certain, sous la présidence quand même de quelques-uns. Est-ce que justement, est-ce qu'un changement de présidence a influe véritablement sur ces choses-là? Ou est-ce que c'est vraiment très indépendant? Alors, la personne qui occupe la Maison Blanche n'a pas véritablement d'impact sur ce que j'ai écrit. Pas directement, en tout cas. Alors, si je regarde sur les 4 dernières années, effectivement, c'était très souvent une lutte, disons, une lutte que de pouvoir écrire une fiction populaire avec une personne si affreuse à la Maison Blanche et avec une administration si mauvaise. C'était très, très, très déprimant. C'était une période de 4 ans que j'ai trouvé fort déprimant aux États-Unis, le fait que d'avoir ce type qui était là à la Maison Blanche, surtout parce qu'il a reçu moins de votes que son opposant. C'était pas sa place, la Maison Blanche. Et donc, le fait de le voir opérer comme il a opéré, c'était lamentable. Par exemple, avant que Trump ne soit élu, nous étions en train de progresser dans le domaine des réformes pour la justice pénale. On était en train de changer certaines de ces lois horribles qui existent. Et du côté des démocrates et des républicains, tout était en train de converger. Or, Trump, il ne s'intéressait absolument pas aux réformes de la justice. La seule chose qui l'intéressait, c'était de gagner plus d'argent et d'avoir plus de pouvoir. Et donc, tous les efforts que nous avions fournis, c'était comme si tout cela avait été balancé par la fenêtre. Maintenant qu'il est parti, encore une fois, nous sommes en train de pousser pour voir des réformes très importantes et je pense que nous les verrons tôt ou tard. Mais pour la plupart d'entre nous, ces 4 dernières années aux États-Unis, ça a juste été un cauchemar, véritablement un cauchemar. Toute personne avec un semblant d'intelligence ou un semblant de bon sens voit que ces 4 années ont été des années affreuses et grâce à Dieu, il est parti, on ne l'a plus. Mmh.
Et alors, justement, je parlais tout à l'heure de grâce à Dieu, comme vous dites, de votre héritage, on va dire, familial et culturel. Est-ce que ça joue justement pour vous, votre foi religieuse ou dans d'avoir voulu devenir avocat? Est-ce que c'est lié, ce sentiment de justice? Parce que quand on crée des personnages qui sont finalement animés par une foi religieuse, c'est vrai qu'en France, on a une perception un peu différente, pays voilà, éminemment laïque, et les positions ne se rencontrent pas toujours. Mais voilà, est-ce que ça joue pour vous, comme pour votre personnage Cullen Post, enfin d'ailleurs tous les personnages qui sont ce qu'on appelle les anges avec une majuscule, qui sont ces défenseurs de la justice, est-ce que ça joue fondamentalement? Je n'ai pas l'impression. Vous savez, moi, je peux écrire sur des personnages qui sont très, très croyants et je peux écrire sur des personnes qui ne sont absolument pas croyants du tout. En tant qu'auteur de fiction populaire, je considère qu'il est important de ne pas laisser s'infiltrer ses propres croyances religieuses ou ses propres croyances religieuses. Je ne pense pas qu'il faille que ça rentre dans le travail parce qu'on ne peut jamais présumer que les lecteurs vont partager forcément ses croyances ou ses avis lorsqu'il s'agit de la religion ou de la politique. Et en se faisant, potentiellement, on peut offusquer des personnes, les lecteurs, des fans. Or, si vous lisez mes livres, j'imagine que vous arrivez quand même à savoir à peu près où est-ce que je me place sur le plan politique. Parce qu'effectivement, je suis contre la peine de mort, je suis en faveur de réformes très sérieuses au niveau de la justice pénale, je suis en faveur des réformes sur le plan écologique. Tout cela, vous le voyez à travers ma fiction. Donc, je pense que vous pouvez à peu près situer où est-ce que j'en suis. Mais en même temps, je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là pour crier, pour hurler ma vérité. Je ne suis là pas je ne suis pas là pour prêcher en tant qu'écrivain où je crie ma vérité au lecteur. Non, j'essaie d'éviter de faire cela. J'essaie de garder ma propre foi religieuse et mes propres croyances religieuses, politiques pour moi. Mhm. Et vous croyez surtout diablement en la science, parce que vous êtes donc un farouche défenseur donc des organisations qui ont très tôt misé sur l'ADN. Est-ce que ça a transformé véritablement la justice, justement, et la perception de la justice aux États-Unis, cette arrivée voilà, de pouvoir se rendre compte qu'on avait emprisonné, voire assassiné des innocents, et de le découvrir de façon scientifique et incontestable? Oui, absolument. Cela a eu un impact absolument énorme. Alors l'ADN est utilisé tellement souvent actuellement et on ne voit pas forcément à chaque fois comment l'ADN est utilisé. Imaginons si la police a une affaire de viol ou de meurtre et s'il y a des éléments de preuve qui sont laissés sur place, que ce soit du sang ou des traces de sang ou du sang en vrai, la police, s'ils ont un suspect, aujourd'hui, ils peuvent utiliser l'ADN afin de pouvoir tester le suspect pour les traces de sperme ou de sang avant même que la personne ne soit arrêtée, avant que la personne ne soit présentée au tribunal. Et très, très souvent, aujourd'hui, un test ADN, un véritable test d'ADN va exclure un suspect potentiel. Et cela arrive tout le temps maintenant. Donc, l'ADN est utilisé constamment par la police, mais d'une façon qui est très, très propice, qui est très, très bien. Nous, on utilise l'ADN des années après afin de pouvoir exonérer et afin de pouvoir libérer des personnes qui ont été incarcérées à tort. Quasiment, quasiment toutes les exonérations avec un haut profil ont été libérées grâce à l'ADN parce qu'on ne peut pas disputer la vérité de l'ADN. On peut prouver que le sang n'appartient pas à telle ou telle personne qui a été emprisonnée. Donc l'ADN a été un véritable miracle pour la police, également pour les avocats, pour la défense comme moi-même, pour les groupes Innocence. Mais le problème néanmoins, et ça c'est un problème énorme, le problème est que la majorité des crimes sérieux, en règle générale, il n'y a pas d'ADN. Si on tire sur quelqu'un avec un pistolet, et puis si on se barre et on court, personne ne va vous trouver, personne ne va savoir que c'était vous, et il n'y a pas d'ADN sur la scène du crime.
Et donc, vous voyez, il y a tellement de crimes encore qui n'ont pas de traces d'ADN. Et ce sont ces crimes-là qui sont des affaires qui sont très difficiles à gérer. Et là, encore là, vous avez des personnes qui sont condamnées à tort pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et si vous n'avez pas de preuves biologiques que vous pouvez utiliser pour les libérer, bah, ces affaires-là sont extrêmement compliquées. Et nous n'arrivons pas toujours à libérer les personnes. Il y a des personnes en prison aujourd'hui, des affaires sur lesquelles nous travaillons, où très probablement que ces personnes ne sortiront jamais de prison. Ils auront peut-être passé 35 ans en prison pour le meurtre que quelqu'un d'autre a commis et ils ne vont jamais sortir. Mais comme je l'ai dit, l'ADN a quand même constitué un miracle pour nous dans bon nombre de cas. Alors, c'est cette banque d'ADN, enfin, en tout cas, le Innocent Project, auquel vous collaborez, enfin, vous participez, je crois, activement. Et donc, aujourd'hui, vous avez intégré le Centurion Ministries. Je ne sais plus exactement si c'est le bon terme américain, qui est l'équivalent des anges dans le roman. Alors, parlez-nous un petit peu. Donc j'ai cru, alors parce que ce personnage dont vous parliez tout à l'heure, qui existe, McCluskey, il est toujours, il est en retraite, mais enfin il est toujours bien vivant. C'est une vraie personne. On disait de lui, on l'appelait le disculpateur, exonérator. Voilà, racontez-nous un petit peu quel genre de mission il s'est donné et puis d'où vient ce nom du ministère des centurions. Ce nom provient de la Bible. C'est-à-dire que lors de la crucifixion du Christ, il était sur la croix et lorsqu'il est décédé, je ne sais pas si c'était Matthieu, Marc, Luc ou John, je ne sais pas dans quel livre cela se situe, mais Jésus fut exécuté par les Romains. Et lorsque les leaders juifs ont émergé et Jésus était en train de mourir, et une fois qu'il était mort, les ciels ont noirci, il y a eu de la tonnerre et c'était un moment qui a fait très très peur aux personnes qui étaient présentes, qui étaient là devant la croix. Et il y a un centurion en uniforme au pied de Jésus crucifié qui avait très très peur et il a crié, mais certainement cet homme était innocent ou quelque chose un petit peu comme ça. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Et c'est là que Jim McCloskey, qui est pasteur et qui connaît donc très très bien la Bible, lorsqu'il a commencé à travailler au sein de son organisation à but non lucratif afin de pouvoir libérer les innocents, il a choisi ce nom Centurion après le centurion. Donc c'est vrai que c'est un petit peu confondant entre guillemets comme titre, mais ça illustre très bien le travail. Et au bout de 45 ans, désormais Centurion Ministries aux États-Unis est très très connu. Et Jim, il a pris sa retraite. Mais il a publié un livre néanmoins l'an dernier. Il a écrit un livre sur ses 10 affaires principales, les 10 affaires principales sur lesquelles il a travaillé et où il a pu libérer les personnes innocentes de prison. C'est un livre incroyable et c'est un personnage incroyable. Vous lui avez envoyé, j'imagine, votre livre? Oui, absolument. Ah oui, 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 tout à fait. Je lui ai envoyé le livre et je lui ai même dédicacé le livre entier. Ce livre lui est dédié à l'exonérateur, le disculpateur. Et à la fin du livre, j'ai parlé des Centurion Ministries. J'ai expliqué à quel point c'est une organisation formidable. Et j'ai encouragé les lecteurs, d'une certaine manière, à envoyer un petit chèque. Afin de soutenir le travail de cette fondation. Et la fondation, depuis, a collecté beaucoup d'argent. Il y a énormément de personnes qui ont envoyé des chèques et je suis ravie de le savoir. Ben voilà, une belle action. Alors justement, comment est-ce qu'on se situe vous êtes, j'ai envie de dire, dans le thriller judiciaire, vous êtes connu comme étant l'homme qui brasse les affaires David contre Goliath. Donc, on a toujours l'innocent
le petit qui se bat contre la grosse entreprise. Enfin, on a toujours un rapport de force. Comment est-ce que se situe le travail du romancier? Parce que vous n'êtes pas centurion, vous n'êtes pas soldat, vous n'êtes pas non plus vraiment un ange. Enfin, en tout cas, vous brillez, mais voilà, il vous manque les ailes encore. Comment est-ce que vous situez le travail du romancier dans cette perspective? Mais disons, ceci m'amène en arrière. Si vous voulez, tous mes livres, quasiment tous mes livres en tout cas, ont un point de départ. Et le point de départ, c'est ma carrière en tant qu'avocat. Je n'ai été avocat que pendant 10 ans, pas plus, et je m'en suis extirpée parce que je n'étais pas ravie que d'être avocat, mais j'ai été avocat dans une toute petite ville, dans une petite ville du Sud, et j'ai travaillé comme avocat, beaucoup comme Jake Bogans dans mon livre A Time to Kill, Matthew McConaughey dans le livre, et c'était Le droit de tuer en français. Matthew McConaughey, c'était moi dans une petite ville, j'avais du mal, j'essayais de gagner de l'argent, j'essayais de développer un cabinet d'avocats, j'essayais de grandir, et tout d'un coup, je me suis rendu compte, et ça très très tôt, que mes clients allaient être des personnes qui allaient travailler, des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des personnes blessées par la vie, des personnes qui avaient été abusées d'une façon ou d'une autre par une grosse boîte, ou par une banque, ou par une société d'assurance, ou par un salarié. Et donc, mes clients à moi, c'était toutes des personnes assez pauvres. Et c'est pour ça que moi, je n'allais pas gagner beaucoup d'argent en tant qu'avocat. Donc, ma lutte au quotidien en tant qu'avocat, c'était toujours avec quelqu'un qui était plus gros que moi, votre Goliath. Et dans mes affaires pénales, et j'en avais beaucoup, puisque j'étais là pour défendre les personnes qui étaient accusées de certains crimes, je luttais toujours contre le gouvernement, l'État, le gouvernement fédéral. J'étais toujours en train de me battre avec le gouvernement. Donc, si ce n'était pas la grosse boîte, la société d'assurance, c'était le gouvernement. Et j'étais toujours en train de tenter de protéger mes clients. Et à force, c'est devenu moi, ça me définissait. Au fil du temps, ça définissait qui j'étais et ce en quoi je croyais. Et je m'énerve encore aujourd'hui lorsque je vois les petites personnes, entre guillemets, qui sont abusées par les très grosses sociétés. Je ne suis plus avocat, donc j'écris là-dessus plutôt que de les défendre. Mais l'histoire de Goliath contre David, c'est ce que j'ai vécu. Cela a été ma vie pendant très longtemps en tant que jeune avocat. Et aujourd'hui, pour être honnête, très clairement, je pense qu'on préfère lire des livres dans lesquels David arrive à battre Goliath. Nous avons toujours envie que ce soit le petit qui gagne. Et donc, voilà, ce sont les histoires que j'aime créer. Et je pense que ce sont les histoires que les gens aiment lire. Absolument, votre succès le prouve. Voilà, et quand même dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus. On ne doit pas être loin des 200. Je remonte votre livre, à les oublier. Et on est ravis, John Grisham, que vous défendiez les faibles et les opprimés. Voilà, ça marche du tonnerre. Je vous le conseille, c'est une excellente lecture. Voilà, et jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup, John Grisham. On espère vous voir bientôt en France. Mais on espère seulement, mais on est sûr que ça va s'arranger, voilà, et que vous viendrez prêcher chez nous et parler des anges encore une fois. Merci beaucoup. Merci Julie, avec plaisir. Je suis toujours ravie de m'entretenir avec vous. Super, merci beaucoup. À très bientôt, John. Au revoir.